la nature de la relation entre le maître et l'esclave au Canada se rapproche de la pratique autochtone. Et donc que l'esclave est intégré à la famille, devient en effet un membre adoptif de la famille. Et la manière qu'on peut le constater, les indices de cette situation-là, ce sont d'une part les esclaves qui vont faire de la traite des fourrures, qui sont sur un canot, qui ne sont pas avec leur maître, et qui, après avoir passé plusieurs milliers de kilomètres dans la forêt, reviennent à Montréal, dans la maison de leur maître, dans un état de servitude. Peut-être que là je m'avance parce que je pense qu'on a besoin de recherche justement sur ce que ça veut dire d'être noir ou d'être perçu comme noir au Québec au XVIIIe siècle par exemple. Mais j'aurais tendance à penser qu'on pense la race différemment. On la construit différemment d'une part et d'autre part de la frontière. Alors pour des raisons assez simples encore une fois parce que l'esclavage est au cœur de la construction nationale aux États-Unis. On ouvre la Constitution, on parle d'esclavage. C'est tout à fait différent de l'autre côté de la frontière. Donc il y a nécessité, si tu veux, il y a une sorte de nécessité anthropologique, ontologique, de penser la différence noire aux États-Unis. C'est important de la penser, puisque penser la différence noire permet de s'identifier comme blanc. Au Québec, j'aurais tendance à penser qu'il y a une fluidité raciale plus nette, plus marquée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discrimination, hein, évidemment, comme toujours. Mais là, je crois qu'il y a une recherche importante à faire sur les représentations de l'altérité, qu'elle soit noire ou autre d'ailleurs. Au Canada, jusque vers 1720, est en train de se transformer. Elle se transforme vers une pratique d'esclavage qui se conforme de plus en plus aux pratiques colonialistes françaises. On a, à partir de 1726, un nouveau gouverneur, le marquis de Beauharnois, qui est lui-même propriétaire d'esclaves dans les Antilles, et qui amène avec lui cette vision-là de l'esclavage comme étant quelque chose de commercial. Et donc, on voit de plus en plus des procès dans les années 20, dans les années 30, où certaines personnes vont contester leur statut d'esclave, non pas parce qu'ils avaient contesté pendant 10 ou 20 ans, qu'ils sont des esclaves depuis 10 ans, 20 ans dans bien des cas, mais parce qu'on est à un moment où on veut les vendre. Tout d'un coup, une nouvelle génération de maîtres voit l'esclavage comme un simple phénomène commercial, un bien meuble. Alors qu'auparavant, on semble, en tout cas, et ce sont les indices, ça reste à confirmer, on aurait eu une relation plus personnelle entre le maître et l'esclave. La relation entre les propriétaires et leurs esclaves en Nouvelle-France a donc connu deux grandes périodes. Elle est passée d'une relation plus personnelle à une vision plus commerciale considérant désormais l'esclave comme un bien meuble. Cette transition semble s'être opérée avec l'arrivée d'un nouveau gouverneur, en 1726, qui était lui-même propriétaire d'esclaves dans les Antilles. De plus, il est intéressant de noter qu'il ne semble pas y avoir de cassure concordant avec l'arrivée des Anglais à la tête de la colonie, puisque la pratique de l'esclavage semble être restée sensiblement la même jusqu'à son abolition. Au début du 19e siècle, les magistrats de la colonie, à Québec et à Montréal notamment, vont tout simplement refuser d'appliquer les lois qui permettraient d'emprisonner des esclaves en fuite ou de les retourner à leur maître. Et donc, étant dans l'impossibilité d'obliger leurs esclaves à revenir, l'esclavage s'est dissous. C'est tout simplement dissous dans la société parce qu'il devenait impossible à maintenir de manière légale. Parce que pour appuyer, renforcer, maintenir l'esclavage, il faut un appui de l'État. Évidemment, l'acte d'abolition de 1834 abolit l'esclavage dans tout l'Empire britannique. Pourquoi est-ce que cette loi arrive en 1833-1834? Elle arrive au terme d'une longue bataille des abolitionnistes britanniques qui commence dans les années 1780-1790. Il y a deux étapes finalement dans le combat abolitionniste. Une première étape
qui est l'abolition de la traite, donc que le Parlement britannique approuve en 1807, et une deuxième étape qui est l'abolition de l'esclavage proprement dit dans les années 1830. Et il faut à peu près une quinzaine d'années aux abolitionnistes britanniques pour obtenir cette abolition de l'esclavage en 1834. Donc on voit à peu près les revendications abolitionnistes à cet effet commencent à être exprimées dans les années 1820 à peu près. Mais il y a un débat très important au sein des abolitionnistes pour savoir si l'abolition doit être graduelle ou si elle doit être immédiate. Et donc finalement, ce sont les immédiatistes qui l'emportent, plus ou moins. Donc en 1834, l'esclavage est aboli dans toutes les possessions de l'Empire britannique. Les travaux des historiens actuels nous montrent donc que le peuple québécois a bel et bien un passé esclavagiste. Pendant près de 200 ans, soit de l'arrivée d'Olivier le Jeune en 1629, avec les frères Kirk jusqu'à la victoire des abolitionnistes anglais en 1834, un peu plus de 4000 hommes, femmes et enfants ont été placés dans un état de servitude. Pour la majeure partie de cette période, le statut de ces esclaves était comparable à celui de n'importe lequel autre bien meuble. C'était un luxe que les élites des grands marchands de Montréal et Québec aimaient s'offrir. Devant les preuves, nous ne pouvons le dénier. Nos ancêtres ont pratiqué l'esclavage. Pourtant, dès les premières synthèses sur l'histoire du Canada qui suivirent peu de temps après l'abolition, on ne mentionne même pas cette pratique. Il faudra attendre la publication des travaux de Marcel Trudel en 1960 avant que ces esclaves retrouvent leur place dans notre histoire. Par contre, 50 ans plus tard, malgré les efforts des historiens, ces mêmes esclaves n'ont toujours pas retrouvé leur place dans la mémoire collective du peuple québécois. Pour un peuple dont la devise est « Je me souviens », pourquoi avons-nous oublié? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer la faible présence de l'esclavage dans la mémoire collective au Québec. D'abord, c'est un phénomène quand même relativement marginal, puisqu'on n'est pas du tout là dans une société comme à Saint-Domingue ou en Guadeloupe, là, ou en Guyane même, où on a une majorité d'esclaves au sein de la population, où on a des ratios souvent qui peuvent aller de 8 esclaves pour un blanc jusqu'à 15 esclaves pour un blanc en Jamaïque. Alors, donc on est très très loin de cette réalité au Québec. Ceci dit, comme l'esclavage au Québec est un esclavage essentiellement urbain, il est très présent, il est très visible. C'est très difficile de l'éviter là, dans les rues de Montréal, dans les rues d'Halifax, même à Louisbourg. Donc c'est à la fois marginal et très important. La deuxième raison, c'est que il y a à peu près dans toutes les sociétés post-esclavagistes une hésitation à parler de l'esclavage et aussi une certaine réticence à admettre qu'à un moment donné, une société a pu être fondée sur le concept de race. D'une part, pendant très longtemps, les historiens ont minimisé et dans certains cas, ont carrément nié, on dit, quelques très 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 anciens historiens, avaient carrément nié, pour eux, il n'y avait pas eu d'esclavage au Canada dans certains cas. Alors que ceux qui acceptaient la présence de l'esclavage en ont vraiment minimisé l'importance au maximum. Il est intéressant de noter que dans les années 1900, c'est quand même dès le début des années 1960 que Marcel Trudel avait quand même publié un ouvrage sur l'existence de l'esclavage. Donc on ne pouvait pas le nier, les chiffres étaient là, il y avait des esclaves, on avait même un dictionnaire d'esclaves qui énumérait tous les esclaves que Marcel Trudel avait pu trouver. Mais étrangement, alors que dans les manuels scolaires, on reprend à peu près systématiquement les ouvrages de Marcel Trudel concernant le régime seigneurial, même si ces thèses concernant le régime seigneurial sont généralement dépassées, on ne reprend pratiquement jamais ces ouvrages sur l'esclavage. Donc c'est un peu paradoxal que le même auteur qui est cité pour une partie de son œuvre, l'autre partie de son œuvre est minimisée ou n'est pas du tout utilisée. Un bon exemple, ce sont les manuels scolaires qui sont utilisés, je pense que dans les écoles aujourd'hui au Québec. De plus en plus, on parle de l'esclavage, mais on a beaucoup de difficultés à parler de l'esclavage au Québec ou au Canada. Et c'est très frappant, malgré la réforme de 2005, la réforme du secondaire. Donc on parle beaucoup plus de la question raciale, des inégalités raciales, mais on le fait généralement pour parler des États-Unis, pour parler d'Haïti, ou des Antilles françaises, mais on ne parlera pas du Québec. La troisième raison, c'est une raison plus contemporaine, très politique, finalement. La façon dont les États-nations se sont construits au 19e, 20e siècle évacue la possibilité
qu'il existe des identités particulières, des identités marginales, des identités femmes, des identités ouvrières, puis des identités noires. Et à partir du moment où on évacue la possibilité que ces identités noires existent, par conséquent elles ont des besoins particuliers, elles ont des revendications particulières, alors donc bon, c'est très facile hein, d'oublier qu'elles sont pertinentes. Je pense que dans le long XXe siècle, il y a un devoir d'oubli. Les États-nations demandent à leur population d'oublier. Et je pense que ce qui se passe en France à l'époque se passe également au Québec et aux États-Unis. Enfin, il n'y a aucune raison finalement qu'on se souvienne, puisque tout ce qui, encore une fois, hein, tout ce qui est considéré comme extérieur, au cœur de la nation, doit être oublié. Hein. C'est Ernest Renan, c'est ça, cet historien du 19e siècle, qui expliquait qu'une nation, je ne me souviens plus là, tout à fait de la citation, mais une nation doit être construite sur un oubli. Il faut que les gens apprennent à vivre avec l'existence de l'esclavage. Certains, au Canada, on n'a pas l'héritage de l'esclavage tel qu'il est vécu, tel qu'il pèse dans d'autres régions de l'Amérique, que ce soit au Brésil, où l'esclavage a été aboli à la fin du 19e siècle, que ce soit aux États-Unis, où il a fallu une guerre civile pour mettre fin à l'esclavage. On n'a pas le poids de l'héritage de l'esclavage. Même si le poids, l'héritage lourd de l'esclavage qui existe dans d'autres colonies ne pèse pas autant au Québec ou en Ontario, il faut quand même accepter que cet esclavage-là a existé, qu'il faisait partie des coutumes, qu'il faisait partie des pratiques, qu'il faisait partie de la vie quotidienne des gens à l'époque. Et je pense que il ne s'agit pas de condamner les gens pour l'avoir fait, il faut tout simplement en prendre acte et puis l'intégrer lorsque l'on explique la société de la Nouvelle-France, lorsque l'on explique la société au Bas-Canada, tenir compte du fait que dans cette société-là, il y a aussi, quand on regarde la société des plus humbles aux plus puissants, il y a quand même à l'intérieur de cette société-là un 5% qui sort dans un état d'esclavage.